Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue pour ce talk B2B dédié à la data et l'ABM. Ravi de vous accueillir ce matin. Bonjour, je suis Laurent Olivier, directeur associé d'Aressi et je suis accompagné de Benoît. Bonjour, merci Laurent. Donc Benoît, moi je travaille chez Nomination. Pour ceux qui ne connaissent pas Nomination, notre métier c'est produire de la donnée sur les entreprises et leurs décideurs, donc leurs dirigeants principaux. Et avec cette donnée, on essaye d'accompagner du mieux possible nos clients dans leurs processus commerciaux et marketing. Et donc on est très content ce matin d'être avec toi Laurent, et merci de l'invitation. Merci à tous d'être avec nous. Et donc, on organise ces talks dans les cadres du livre que j'ai coécrit sur le thématique de l'inbound marketing versus ABM, les nouvelles routes du marketing, que je vous invite à lire pour approfondir ce sujet. Ce matin, on va répondre à la question 10, 100 000, combien de comptes faut-il cibler en ABM? Pour tout vous dire, c'est une question que l'homme pose souvent. Donc, moi, je suis directeur associé chez Aressi, qui est l'agence d'activation B2B au sein du groupe Epoca. Et souvent, lorsqu'on va démarrer une stratégie ABM avec les équipes, c'est une question que l'on a. Est-ce que l'on doit plutôt faire une campagne pour 10? Est-ce qu'on doit faire une campagne pour 100 ou pour 1000 comptes? Et on va essayer de vous éclairer et de vous apporter cette réponse. Au sommaire, on va redonner quelques éléments de fondamentaux sur l'ABM, puis on détaillera un peu trois grands types de programmes avec des exemples qui répondent un peu à cette question 10, 100 000, et puis on essayera de vous accompagner dans une démarche de construction de votre cible, et puis on sera aussi là pour répondre à quelques questions-réponses. N'hésitez pas dans le chat à droite d'ores et déjà nous poser quelques questions. Et donc, oui, tout ça est enregistré et tous ceux qui se sont inscrits, assistés ou pas, recevront ce replay. Allez, on démarre, si vous le voulez bien, on démarre, Benoît, par les fondamentaux et cette fameuse pyramide qui est effectivement la couverture, mais qui explique bien en quelques mots la différence entre inbound marketing, qui est une stratégie qui reste d'actualité, et l'idée c'est de ne pas l'abandonner, mais simplement de comparer cette approche où globalement dans l'inbound on est vraiment dans l'idée de l'entonnoir, où on va partir sur une cible très diffuse et on va, grâce à des mécaniques de contenu diffusés sur un blog avec une approche très SEO, naturellement attirer des visiteurs sur vos sites qui vont être captés par des formulaires parce qu'ils vont trouver des e-books, des contenus à télécharger. Et à partir de ces formulaires et de cette data, on va mettre des mécaniques de marketing automation pour de plus en plus les nurturer et à la fin identifier les vrais prospects potentiels. Pourquoi je dis les vrais clients potentiels? Parce que parmi tous ceux qui ont visité votre site, tous ceux qui ont téléchargé, il y a des gens qui sont pas dans la cible parce qu'ils sont trop petits, ils sont trop gros, ils sont pas dans la bonne zone géographique, c'est pas vraiment des décideurs, c'est des gens qui cherchent un travail, c'est des étudiants qui cherchent à se renseigner. Donc, il y a une forte déperdition. C'est pour ça qu'il y a un entonnoir et qu'il y a beaucoup de pertes entre ceux qui visitent votre site et qui sont à la fin potentiellement business. En account-based marketing, et donc j'insiste là-dessus, ça s'appelle bien account-based, donc là, tout doit démarrer sur cette notion de liste de comptes, de travailler vraiment sur une population définie, et donc on va au préalable recenser les entreprises ciblées. Ce qui est la fin en inbound et le début en ABM. Et après, on va retrouver des éléments communs. Il faut créer du contenu, sauf que ce contenu, on va essayer de le personnaliser beaucoup plus et le faire moins générique par rapport aux entreprises que l'on cible. Et puis, on va mettre là encore des mêmes mécaniques qui peuvent être sociales, qui peuvent être du marketing automation, pour construire une relation, pour faire en sorte qu'ils découvrent l'entreprise et de les engager de plus en plus. Et l'account-based marketing dépasse le stade de prospect à client pour après, derrière, faire en sorte qu'on fasse du cross-selling, upselling, etc., etc. Voici pour commencer et bien comprendre la différence entre inbound et ABM. Et donc, Benoît, est-ce qu'on peut expliquer un peu
ces trois grandes approches et quelles sont la différence? Et on commence par le stratégique ABM one-to-one. Alors là, on est clairement sur, on va dire, l'ABM pure et parfaite, comme on dit, hein. C'est-à-dire que vous allez cibler très peu de comptes. On est plutôt dans l'échelle des 10 hein, quand on pose la question. Là, l'objectif, c'est des programmes sur mesure. Pourquoi vous êtes capable de faire ces programmes sur mesure? C'est parce que vous allez cibler des comptes sur lesquels vous espérez un potentiel de gain, de CA, de marge, selon votre industrie, qui est vraiment très, 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 très élevé. Donc là, vous êtes prêt à considérer que un client, un compte vaut la peine d'investir du contenu dédié, une action dédiée. Juste au-dessous, le one-to-few. Donc là, on change un petit peu de dynamique, hein. On n'est plus sur quelques comptes, on n'est plus sur l'échelle de 1 à 10, on est plutôt sur une centaine de comptes. Là, généralement, on a une approche plutôt sectorielle et on va essayer, par exemple, dans un secteur donné, admettons les éditeurs de logiciels basés en France, vous allez cibler le top 100, par exemple, de ces comptes-là, et vous allez créer une approche qui va être personnalisée, mais plus avec une personnalisation au secteur qu'une personnalisation à l'entreprise. Et puis, parce qu'il y a aussi des fois où on a besoin de générer beaucoup de leads, du volume, notamment parce que si vous êtes dans une industrie où vos paniers moyens ne sont pas extensibles, vous n'êtes pas dans la proportion des 20% de vos clients font 80% de votre chiffre d'affaires, vous avez peut-être besoin de plus de leads. Et dans ces cas-là, on appelle ça du one-to-many. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des approches technologiques qui vont malgré tout délivrer des messages personnalisés, mais sur un panel beaucoup plus large. Alors, on donne quelques exemples peut-être. Exactement. Ce que je viens de vous dire, c'est assez théorique, on en a conscience. Maintenant, comment on bascule et comment on peut répondre à cette question? Est-ce que je vais plutôt sur des one-to-one, one-to-few, one-to-many? D'expérience, hein, quand on regarde un petit peu les clients qu'on a pu accompagner en commun avec Laurent, ce qu'on voit, c'est que la première étape clé, le sujet majeur, c'est d'être en mesure de déterminer réellement, c'est-à-dire de manière formelle, écrire son objectif. Si votre objectif, c'est développer des grands comptes, en fait, ça, c'est une intention, mais c'est clairement pas un objectif. Dans les objectifs très précis que vous devez, au moment de lancer votre programme ABM répondre, c'est par exemple se dire, je souhaite ouvrir un compte en particulier. J'ai besoin d'aller signer ce logo et toute la boîte, les sales, le marketing valide que c'est ce logo qu'il nous faut. L'autre option, ça peut être j'ai besoin d'un soutien du marketing, moi en tant que sales, parce que j'ai besoin de closer un compte. C'est un compte majeur, on galère depuis 6 mois, depuis 1 an. Qu'est-ce que le marketing peut faire pour m'aider à closer ce compte? Ça peut être également, ce qu'on disait Laurent tout à l'heure, avoir une logique d'upsell. Super, vous avez signé un premier deal avec le groupe Bouygues, sauf que le groupe Bouygues, c'est une galaxie d'entités. Vous avez un potentiel de business énorme. Comment vous faites pour faire x10 sur le CA dans les 12 ou 18 prochains mois sur quelques clients? Autre approche qui fonctionne bien, c'est j'ai 5 top clients. Comment je fais pour dupliquer ces succès en allant chercher des jumeaux? Ça peut être, je veux générer des leads sur le top 100 des éditeurs de logiciels basés en France. Et puis, on a souvent, et ça malheureusement, c'est ce qu'on appelle un peu la vanity approche, le DG qui décide que sa boîte doit signer tout le CAC 40. Alors ça, globalement, c'est souvent pas une bonne idée, mais ça peut faire partie des objectifs que vous vous donnez de manière très formelle. Voilà, donc on a déjà commencé à répondre à la question, hein, 10, 100 000, hein, c'est pas une question de quantité, mais c'est vraiment une question d'objectif. Et effectivement, il faut formaliser celui-ci, il faut l'écrire, il faut se mettre d'accord entre sales et marketing. Effectivement, ça va être quelque chose aussi de très important dans la démarche, cette notion d'alignement. Alors, on va rentrer encore un peu plus dans les détails et même vous donner quelques exemples encore de profils type de compte, hein. Ça peut être aussi, donc on l'a dit, votre DG qui veut vraiment des dream accounts et qui se dit, bah voilà, là on veut vraiment celui-ci, celui-ci, celui-ci. Les lookalike, on en a parlé effectivement, et donc ça marche très bien. Et moi, je recommande souvent de démarrer par ça parce que c'est le meilleur moyen d'être successful. Parce que logiquement, effectivement, si vous travaillez avec tel compte et que lui, ses
client, bah voilà, ça doit fonctionner de la même manière avec son concurrent. Les greenfield, donc là, c'est le plus compliqué parce que si on va partir à la conquête d'un nouveau territoire, donc je ne recommande pas par démarrer, mais ça peut être une approche quand il y a vraiment une décision stratégique d'entreprise d'attaquer un nouveau marché. Et puis, c'est des petites campagnes, c'est des petites actions, closing, upsell, cross-sell, parce qu'elles sont en général assez ciblées. Donc, closing, bah, ça peut être qu'un seul compte, effectivement. Upsell, ça peut être des catégories de comptes où on se dit là, ces comptes-là, par rapport à la moyenne globale de tous nos comptes, ils font pas le chiffre d'affaires habituel, donc il faut qu'on les booste et que le marketing et le sell engagent une action commune. Ou le cross-sell, là aussi, c'est des campagnes plus petites en général qui vont servir à faire découvrir une autre branche d'activité. Si vous vendez un produit A et que vous êtes très identifié sur ce produit A, bah, et que vous avez aussi un produit B, mais vous n'êtes pas tellement bien identifié, et en général, c'est difficile de faire le croisement, bah, on peut mener une campagne un peu spécifique pour adresser ce profil de cible. Et donc, on pourrait être encore plus pragmatique. Avec Benoît, on vous a préparé ce schéma où vous voyez, vous avez la valeur d'un compte et la taille de marché pour vraiment vous aider à définir et répondre à la question de 10 000. Effectivement, la clé majeure, hein, c'est quel espoir de chiffre d'affaires ou de marge vous pouvez espérer raisonnablement atteindre sur un compte donné. Et évidemment, au plus cette valeur est importante dans l'absolu, mais aussi en proportion de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, eh ben, au plus vous allez pouvoir dire que ce compte a une valeur majeure. Et effectivement, quand on est tout en haut de cet axe valeur, généralement, on réduit de manière assez forte la taille marché, c'est-à-dire le nombre de comptes éligibles. Hein. Si vous prenez un très grand acteur du conseil comme Accenture, faire plusieurs centaines de millions d'euros de prestations, il n'y a pas beaucoup de comptes en France qui sont éligibles. Donc, clairement, cette combinaison valeur d'un compte élevé, taille de marché, donc compte éligible réduite, va nécessairement vous amener sur cette approche one-to-one. Si votre compte a une valeur un peu moindre et si vous avez un début de capacité à étendre un petit peu cette cible marché, alors vous êtes dans cette approche one-to-few. Et puis, si vous êtes dans des comptes qui ont unitairement une valeur un peu plus limitée, mais sur lequel vous pouvez bénéficier d'un marché un peu plus profond, alors là, c'est cette approche one-to-many. Donc, cette matrice, alors évidemment, ensuite, il faut vous l'approprier par rapport à vos propres métriques, mais vous permet de répondre à cette question, hein, 10, 100, 1000, par quoi je commence et quelle est ma stratégie. Un point intéressant, hein, si vous êtes à la fin dans une zone où vous vous dites la valeur de mes comptes est limitée et j'en ai pas beaucoup à activer, la réponse est très claire, ce n'est pas de la BM. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la différence avec la lead gen, qui est aussi une question qu'on nous pose régulièrement, c'est que si vous êtes dans le one-to-many, ce qui va faire la différence avec de la lead gen traditionnelle, c'est vraiment cette idée de personnaliser. C'est pour ça que Benoît vous l'a dit au début, il y a souvent une couche techno supplémentaire qui va permettre de faire cette hyper-personnalisation et de vraiment adresser des messages très pertinents parce qu'ils répondent vraiment à un enjeu des cibles, même si elles sont nombreuses, que vous visez. Allez, on va rentrer encore plus dans le détail et puis on va expliquer un peu plus la BM one-to-one. Alors, je crois que Laurent, tu avais un cas pratique assez intéressant d'un client d'Arécie qui souhaitait engager un compte en particulier. Voilà, donc on va vous commencer à chaque fois par quelques exemples pour être encore plus pragmatique avec vous. Et donc, effectivement, ici, l'idée, c'est d'engager un seul compte hein, avec cette société de la grande distribution qui commence par un C. Hein, vous le voyez ici, Carrefour. Et donc, l'idée, c'est comment on se fait identifier sur ce compte-là, comment on est considéré et comment, auprès d'un compte et une personne spécifique, on arrive à créer la connexion parce qu'elle est totalement inaccessible. Donc, alors, on est dans une démarche où on a créé, en fait, des supports physiques. Donc, ce que vous voyez ici, ces petites vignettes, en fait, c'est des grands panneaux qui faisaient quasiment 80 cm de large et 60 de haut et qu'on a envoyé physiquement à l'adresse de cette personne avec
un cadencement de 4 messages, 4 panneaux, 4 messages, toujours avec une idée de question, avec, vous voyez, le détournement du logo. Donc, on est toujours, on est parfois un peu borderline dans des mécaniques parce qu'on a utilisé le logo. On a aussi détourné, vous voyez, en haut, 1, 2, 3, 4, c'est un logo des promos qu'utilise Carrefour. Voilà, on a été vraiment dans s'approprier l'univers pour qu'ils se rendent compte que c'était vraiment pas une action globale. Alors c'était envoyé à une seule personne, donc on s'est dit bah voilà, éventuellement les nerfs, c'est une manière de créer le contact, c'est ce qu'on recherchait et tout était bienveillant dans l'approche et très personnalisé et pas du tout dans l'invective ou la condescendance, voilà. Donc, et après, juste pour vous raconter, on y a associé aussi une mécanique. Vous voyez ici dans le carré noir, il y avait une tablette qui avait été incrustée et dans laquelle il y avait une vidéo, une forme un peu de showreel réalisée tout simplement avec un PowerPoint avec des images un peu simples, mais qui permettait de vraiment engager cette relation et ça se terminait par je vous propose qu'on se parle, etc. À noter juste en parallèle, il y avait aussi vous le voyez ici, c'est pour ça qu'il y a un mobile. Quelques actions menées par un influenceur un peu référent dans le retail que la personne que l'on disait suivait. Et on lui a fait faire quelques posts en taguant la personne, en mettant les bons hashtags pour faire aussi en sorte qu'elle considère cette thématique, la personne, comme un peu le haut de la pile. Voilà. Voilà les exemples un peu de la tablette avec des messages qui étaient réalisés. Tout ça très simplement. Hein. Donc c'est vraiment fait à la demande. C'est presque un peu de bricolage, hein, on peut le dire un peu comme ça, parce que c'est vraiment fait individuellement, mais je dirais la personnalisation du message est encore plus fort que l'excellence de la réalisation digitale, même si tout ça doit être propre et bien fait. Mais c'était vraiment l'idée de se dire, pendant 4 semaines dans son bureau, elle a vu arriver ces 4 panneaux. Donc la première fois, elle a dû trouver ça peut-être bizarre et laissé dans le coin, la deuxième, etc. Et à la fin, voilà, on réussit à rentrer en contact avec cette personne. Deuxième exemple, toujours pour Adobe, où là encore, c'était pour toucher une société spécifiquement avec différents sous-familles de sociétés. Et donc là, on a créé, ils ont utilisé un programme que l'on a chez RSI qui s'appelle Business Expert, qui est une forme de newsletter que l'on leur a proposé de sponsoriser. Donc en fait, c'est bien RSI qui envoie cette newsletter sponsorisée par Adobe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à RSI, on n'a pas de base de données de lecteurs de Business Expert. Donc, on s'appuie effectivement là sur nomination pour aller avoir la bonne liste de tous les contacts dans ce compte que souhaitait cibler Adobe, qu'on voulait absolument adresser. Donc, pourquoi Adobe, vous allez peut-être me poser la question, n'a pas fait une newsletter comme d'habitude où ils disent Adobe vous vend son produit. Pour 4 raisons. Un, parce qu'on est toujours un peu dans ces comptes internationaux qui sont à la fois B2C, B2B, toujours contraints par des sujets RGPD. Ils ont beaucoup de peur ils se mettent des contraintes légales fortes, on va dire, qui est je n'adresse pas une communication brandée Adobe dans ce cas-là si mes cibles n'ont pas été opt-in, même si on est sur des quantités limitées, même si on reste en B2B, voilà, c'est no-go. Donc, c'est Business Expert qui porte le message et donc on gère ce problème RGPD. Deuxième raison, c'est que lorsqu'il y a un appel d'offres, c'est aussi parfois borderline, d'écrire en direct dans un appel d'offres et que parfois on n'a pas le droit d'avoir de communication dans le cadre de cet appel d'offres. Troisièmement, c'est que ça permet aussi d'être plus dans une prise de parole en hauteur, et c'est moi Adobe qui vous parle directement et qui vous vend quelque chose, c'est plus dans le cadre d'une newsletter de réflexion sur une thématique précise, ça légitime plus le sponsor parce qu'il s'associe à une thématique. Et puis quatrièmement, un petit tips que je vous donne, lorsque vous faites de l'ABM sur des mécaniques comme ça et que vous avez bien travaillé avec nomination en avant, et donc vous avez bien toutes les bases, supprimez tous les formulaires. Enlevez toutes les barrières et tous les réflexes qu'on a habituellement lorsqu'on fait ce genre de mécanique, enlevez les formulaires, les gens cliquent, vous scorez et vous récupérez l'information du scoring des interactions. Vous êtes encore plus en direct entre vous et votre lecteur, et que votre lecteur étant votre cible, autant lui faire lire le maximum de choses sans barrière du formulaire. Un autre exemple ici,
plus particulièrement pour une campagne de closing. Hein, donc, vous voyez une toute petite campagne où on n'a fait que 10 clics pour 175 €, mais qui était vrai spécifiquement pour Cofidis Retail, qui était sur un appel d'offres et qui voulait se faire identifier fortement sur ce compte. Donc, une action, vous voyez, on a fait un message très neutre hein, qui peut aller sur tous les appels d'offres, parce que là aussi, quand vous êtes dans un appel d'offres, il faut être soft dans l'approche. Et donc, en fait, c'est plutôt les consommateurs, et 31% des consommateurs qui veulent du Cofidis. Donc, on a fait encore une mécanique dans le message qui fait qu'on n'a pas dit que Cofidis était génial, on dit que les clients qui utilisent déjà Cofidis disent que c'est génial. Voilà, on peut peut-être donner, Benoît, quelques pratiques pour justement constituer la bonne… Tout à fait. Alors, donc, on est dans ce cadre one to few, donc vous allez cibler quelques comptes clés. Le point à avoir en tête, c'est que probablement, et voire même certainement, ou en tout cas 100% des programmes ABM qu'on a accompagnés, on était dans ce cas-là, quand vous êtes dans cette approche one to few, vous allez forcément cibler des très gros comptes. On n'a pas une approche ABM pour aller cibler la PME du quartier, évidemment. Et ça, c'est un impact majeur. Il y a une notion qu'on entend souvent parler, c'est une phrase que j'aime bien, c'est quand vous êtes dans cette logique-là, traitez votre compte comme un marché en tant que tel. Pourquoi? Parce que, admettons, vous avez identifié que le groupe Bouygues était dans votre cible. Le truc, c'est que le groupe Bouygues, en fait, c'est plus d'une centaine d'entités différentes. Est-ce que toutes les entités du groupe Bouygues vont vous intéresser? Est-ce que, par exemple, aufeminin.com, filiale du groupe TF1, et même filiale du groupe Bouygues, est-ce qu'elle va vous intéresser? Est-ce que vous allez pouvoir avoir le même discours, la même approche que, par exemple, Colas Construction? Probablement pas. Juste un chiffre à avoir en tête, hein. Si vous travaillez sur un périmètre vraiment de top compte, par exemple le SBF 120, derrière les 120 entités clés qui sont tout en haut de la chaîne, il faut avoir en tête qu'il y a plus de 2500 entités qui composent le SBF 120. Et donc vous avez ce travail un peu ingrat, mais ô combien nécessaire d'aller identifier unitairement, si vous ciblez le SBF 120, lesquelles de ces 2500 entités sont pertinentes pour vous. Donc ça, c'est vraiment le premier élément clé, travailler le mapping de compte, le travailler, et clairement en bonne intelligence avec les sales. Deuxième peut-être préciser, Benoît, parce que là, en fait, on est dans le one-to-one. Oui. Mais pourquoi, effectivement, tu as dit one-to-many? Parce qu'en fait, vous avez bien vu que même quand on est sur one-to-one, il y a beaucoup de monde dans un compte. Donc, en fait, on reste dans le one-to-one, mais avec many filiales, personnes potentielles. On peut effectivement se dire, j'identifie 5 comptes clés que je veux engager, mais la réalité, c'est que derrière ces 5 comptes clés, vous allez peut-être avoir 100 ou 200 entités qui la composent, des BU, que vous allez vouloir engager de manière fine. Deuxième bonne pratique hyper importante, le cercle de décision. Quand on parle de grands comptes, on parle de circuits de décision complexes. Et en particulier, si votre prestation représente un chiffre d'affaires important, ça représente évidemment un investissement significatif pour vos cibles. Qui dit investissement significatif dit un certain nombre de personnes qui vont être impliquées dans le choix. En moyenne, on compte entre 7 et 14 personnes impliquées dans une décision d'achat en B2B sur des achats un peu significatifs. Et donc, il va vous falloir déterminer quels sont les différents profils, les différents acteurs de la prise de décision. Alors après, il y a plein de méthodes pour faire ça, mais globalement, qui signe, qui influence, qui décide, qui va bénéficier de vos services? Est-ce qu'il y a des utilisateurs finaux? Est-ce qu'il y a des experts techniques? Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques? Est-ce qu'il y a un circuit, une validation par les achats? Bref, il va vous falloir faire un travail, un petit peu de dentelle pour identifier les fonctions clés que vous souhaitez activer dans ce qu'on appelle le cercle de décision. Et donc là, c'est le deuxième travail indispensable dans cette approche vraiment ciblée, sur lequel, objectivement, vous n'allez pas cibler les directeurs ou la fonction marketing au sein de votre liste de comptes, mais vous allez cibler Pierre, qui est CMO. Vous allez cibler Jacques, qui lui est Digital Officer. Bref, vous allez transformer une approche un peu de classique que nous avons tous quand on fait de l'inbound avec des personas. Là, vous allez traduire ces personas en liste de personnes que vous allez pouvoir nommer avec un nom, un prénom, une fonction, peut-être même
des hobbies, des centres d'intérêt qui vont vous permettre d'être vraiment très pertinent et très fin dans la manière dont vous allez pouvoir vous adresser à eux et les activer. Et on peut retrouver comme ça l'exemple du cas de chez Carrefour, où la personne clé, c'était la nouvelle directrice digitale du groupe, évidemment complètement inaccessible par des moyens digitaux, et qui a été activée de manière très subtile par Laurent avec cette approche vraiment sur mesure. On passe à l'ABM One to Few, troisième partie, et on va vous donner, là encore, commencer par des exemples avec cette campagne réalisée conjointement avec Atos et Google Cloud. Et donc, pourquoi c'est du One to Few? C'est qu'on avait un nombre limité de sociétés avec des critères extrêmement précis, parce que globalement, on était sur une thématique de la transition SAP, et donc il y a eu un travail en amont très important de définition de ces listes, ces tableaux Excel, où il faut être très précis parce que globalement, déjà il y avait une notion de géographie, il fallait absolument que le centre de décision soit en France, malgré que ça soit des grands comptes, il fallait qu'ils soient équipés de SAP, une certaine technologie de SAP, et en plus avec des licences on-premise et pas cloud. Voilà, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient qu'on était sur une liste très précise et qu'après, on est sur des produits très plutôt sur des grands comptes avec des décideurs, des acheteurs, des fonctionnels qui étaient plutôt considérés comme influenceurs. Donc là encore, ce fameux mapping dont on vient de passer qui était important. Mais néanmoins, après, à partir du moment où les sociétés répondaient à tous ces critères, la liste était illimitée. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans du one-to-one, mais vraiment dans du one-to-few, où ça doit plutôt correspondre à ces critères, mais il n'y a pas de contrat. Donc, on était là, effectivement, plutôt dans l'idée de 100 comptes, mais effectivement, avec beaucoup de contacts dans ces comptes. Et juste là, l'exemple, le visuel, c'est pour vous montrer un peu une approche que l'on peut avoir dans ce genre de compte-là, où là encore, on essaye de créer ce contact, de créer cet étonnement qui va faire que parmi l'ensemble des sollicitations, la personne, elle nous écoute. Donc, il y avait effectivement une brique digitale. Et puis, à un moment clé, lorsqu'on a senti qu'il y avait une première niveau de réaction, on a envoyé cette prise multiple couleurs de Google qui était là simplement pour réveiller l'acceptabilité téléphonique, de faire en sorte que quand on allait appeler derrière, on puisse dire bah oui tiens vous avez reçu ma prise multiple, qui trouve ça sympathique, qu'on les fasse sourire. C'est ce qu'on appelle un icebreaker, donc pour faire en sorte de faciliter la conversation avec les sales. Alors, juste, Laurent, peut-être pour terminer sur l'exemple d'Atos, il y a une question de Stéphanie qui pose la question comment on peut mesurer les résultats de cette opération pour Atos? Alors, globalement, c'est une très bonne question. Ce qu'on va dire, c'est que la prise multiple était envoyée à 100% de contacts utiles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un préalable fait au départ sur ces listes et n'était envoyé qu'à ceux qui ont eu une première interaction avec nous et qui donc étaient pertinents dans la cible. Après, en ABM, concrètement, le vrai KPI, c'est le business. D'accord? Nous, on peut simplement, nous, en tant que marketing, dire que grâce à cette mécanique de ciblage préalable, il n'y a pas un euro qui est dépensé inutilement. D'accord? Donc, peut-être que c'est pas pour maintenant, c'est pas pour ce trimestre, c'est même peut-être pas pour cette année. Mais si on a fait ce bon travail en amont avec les sales, qu'on a la bonne data, 100% des investissements sont utiles. Donc, si votre stratégie, elle ne bouge pas, le ROI, il est peut-être pas immédiat. Mais si vous parlez à une bonne entreprise et que vous savez que qu'elle est bien équipée ou qu'elle a les bons critères, de toute manière, c'est juste il y aura une offre, il y aura peut-être des concurrents, vous allez gagner, pas le gagner, donc ça va influencer sur le ROI. Mais c'est ça, en fait, la vraie logique du ROI en APM. Merci Stéphanie pour la question. Donc, je continue juste sur Atos et sur ces mécaniques qu'on va mener. Voilà, donc nous, on fait aussi pas mal de partenariats avec des médias papier. Alors, tout ça ne marche mieux lorsque l'on est effectivement au bureau. Mais là, l'idée, c'est lorsque vous voulez rentrer dans un marché, nous, on associe les clients à un magazine référent. Donc, à gauche, c'est l'usine nouvelle, donc c'est quand vous voulez être référent sur l'industrie, et ça, quand vous voulez être un référent ou légitime sur le marché du retail. Et donc, c'est aussi des éléments qu'on envoie et qui permettent de créer ce contact, créer cet icebreaker. Et donc, ce qui est important, c'est que l'ABM, on est
certainement plus proche d'une action sales qu'une action communication, même si on reste plutôt dans du marketing, hein, on ne traite pas de relance téléphonique, d'activation commerciale, mais quand même, on est là pour aider les sales dans la démarche. Des bonnes pratiques? Avec plaisir. Donc, une des approches clés, une des approches les plus efficaces sur le one-to-few, c'est d'essayer de dupliquer ses succès. C'était l'approche proposée par Laurent pour se lancer sur l'ABM. C'est on a tous des comptes de référence, on a tous des clients VIP, des clients vache à lait, des clients qui font beaucoup de chiffres, les fameux clients qu'on veut absolument pas perdre. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher leurs jumeaux. Alors pour ça, il y a une approche qui est assez pragmatique et qui fonctionne plutôt pas mal, c'est la notion de segmentation. Concrètement, vous allez calculer le panier moyen de vos clients en fonction de 2 critères que sont la taille de l'entreprise et son secteur d'activité. Alors, vous pouvez le faire à la main en bricolant, vous pouvez aussi passer par des solutions comme par exemple Nomination, mais concrètement, ça va vous permettre de créer une matrice où vous allez faire ressortir les endroits où objectivement votre panier moyen est plus élevé, voire nettement plus élevé que dans le reste de votre portefeuille. Ici, c'est un exemple réel d'un de nos clients qui a utilisé notre outil pour faire ce travail de segmentation et qui a identifié que en moyenne, sur le secteur du conseil dans les très grandes entreprises de conseil, donc plus de 10 000 salariés, il faisait x7 sur son panier moyen. Donc clairement, il est dans une zone où il dit, bah ça c'est typiquement le genre de compte que je veux dupliquer parce que je suis dans une logique de fort développement et de rentabilité. Donc ça, c'est la première bonne pratique, c'est vous structurer pour aller objectiver votre recherche de segments à potentiel. Et puis, une fois que vous avez fait cet exercice-là, il va falloir traduire ce segment en liste de comptes potentiels. Et donc, c'est la deuxième étape, c'est d'aller vraiment identifier ces fameux jumeaux où vous allez vous dire, dans le conseil, dans les plus de 10 000 salariés, j'ai par exemple Accenture, quels sont les 30 entreprises qui correspondent à ces critères-là, donc ce conseil top entreprise, quelles sont donc ces 30 boîtes sur lesquelles le marketing va dire ça ressemble de manière très fortement, enfin, ce sont des jumeaux de nos meilleurs clients. Validons cette liste avec les sales parce que peut-être que certains d'entre eux, on a déjà eu des approches ça, dans le passé, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison, mais ça vous donne un terrain de jeu objectif. Et surtout, ça évite que ce qu'on voit souvent malheureusement, c'est le marketing qui envoie un petit mail au directeur commercial en lui disant « Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, la liste des top 100 comptes que tu veux qu'on active dans le programme ABM l'année prochaine ?» Donc, plutôt que de demander ça à vos sales et de les laisser un peu dénuilés là-dessus, préparez le terrain, identifiez des listes de comptes où vous savez que objectivement vous êtes dans des zones sur lesquelles non seulement vous avez un point de référence qui va vous permettre d'être légitime dans votre prise de parole, et deux sur lesquelles vous allez forcément être dans une logique de ROI parce que c'est des entreprises qui ont un potentiel de chiffre d'affaires avec vous significatif. Et on attaque la dernière partie, on va vous parler de l'ABM One-to-Many, donc avec cette ABM où on va être sur des listes beaucoup plus importantes de comptes, hein, et donc avec une couche techno qui va nous permettre de personnaliser beaucoup plus les messages. Voici un exemple de campagne même où on va faire du display, hein, qui est dans l'absolu tout sauf de l'ABM parce qu'on ne cible pas. Donc on va pouvoir mettre une couche techno qui est par exemple un filtrage par adresse IP, qui est des technologies que l'agence média au sein du groupe sait faire, c'est qu'on va nous filtrer soit par un code et n'afficher le message que à cette liste de sociétés que l'on sait adresser. Et puis surtout, ce qui est important dans la personnalisation, c'est ce que vous voyez ici dans les bannières, par exemple sur nouveau moteur de son cabinet, nouveau moteur de son étude, nouveau moteur de son entreprise. C'est là où c'est la différence avec la lead gen, c'est qu'il faut travailler un peu plus cette personnalisation et se dire que oui, on vend la même chose, mais que finalement, à un notaire, si on lui dit son entreprise, ça marche pas. Un avocat d'affaires, pareil, c'est un cabinet d'avocats. Donc, il faut faire ce travail-là. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on va être plus pertinent parce qu'on adresse vraiment le bon message.
Autre exemple aussi de personnalisation, là c'est ce qu'on fait toujours dans notre cadre des business experts avec cette idée un peu du news, où là, vous voyez, le contenu est le même, mais on a personnalisé l'article en haut qui correspond en fait vraiment à chaque fois des micro-cibles que l'on a identifiées avec le client, micro-cibles qui sont surtout des pain points spécifiques que chacune de ces cibles a, et donc chaque mot-clé est réfléchi en disant bah là ça va vraiment faire mouche parce que on va vraiment répondre à leurs problèmes. Et puis un autre exemple ici d'une campagne que l'on a menée pour Siemens, hein, donc vraiment sur le secteur là nouveau qui voulait adresser de la beauté et cosmétique. Donc on a fait tout un travail à la fois bien sûr d'esthétisme, de travailler le vocabulaire, donc ça c'est un métier d'agence, mais surtout en amont, on a fait le travail d'identifier, même d'acheter ces contacts spécifiques. Donc là, avec les équipes de Benoît, hein, donc se dire, voilà, c'est quoi les entreprises par rapport aux critères de taille, de tout un tas de critères, et effectivement, est-ce qu'on a des références, etc., etc. D'acheter tous les contacts des décideurs fonctionnels, des influenceurs, puis de mener une action avec LinkedIn. Hein, vous voyez ici un carrousel avec un asset spécifique qui avait été fait, personnalisé, et donc il reprenait les codes de la beauté. Puis après, donc, on a été mené des actions médias ciblées sur, bien sûr, un certain nombre de sites cohérents avec nos cibles, avec ces mécaniques d'adresse IP qui nous permet en fait donc de faire des très grands formats. Vous voyez, on a fait des arches, donc des formats qui coûtent cher, mais qui sont extrêmement ciblés. Et donc, chaque euro, une nouvelle fois investi, est utile. Et donc, ça vaut le coup de faire des grands formats qui vont être vraiment très visibles versus des petites bannières à peine pas très visibles et diffusées à tout le monde. Là, une nouvelle fois, grâce à la techno, on est très ciblé parce que c'est uniquement les sociétés dans notre liste ou dans notre code NAF qui vont voir ces grands formats. Et donc voilà, et donc après quelques résultats un peu chiffrés publics que nous a donné le client, à la fois sur un nombre d'impressions, mais on est surtout, je dirais là, 56 leads qui sont 56 contacts créés dans une liste. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est énorme compte tenu de la cible qui était déjà réduite et qui était à très fort potentiel. Voilà donc un exemple de one-to-many. Et donc, on va là encore vous donner quelques bonnes pratiques. Alors, généralement, effectivement, quand on est sur du one-to-many, la clé, c'est le secteur d'activité. Et dans ce secteur d'activité, on va souvent aller chercher le top X, le top 100, le top 1000, le top 500. Bref, on va chercher les plus belles boîtes de ce secteur d'activité. Là, il y a un point d'attention, alors c'est très data, mais pour le coup, ça me semblait intéressant de partager ça avec vous ce matin. C'est attention pour évaluer le réel potentiel d'un secteur. Souvent, et de manière assez naturelle, on a tendance à se dire « je vais utiliser le code NAF, ça fonctionne bien ». Attention aux faux amis. Là, je vous ai mis 2 extraits, hein, c'est des copies d'écran du site de l'INSEE. Vous savez, la base de l'INSEE est en open data, donc on peut tous aller jeter un coup d'œil pour récupérer de l'information entreprise. Attention donc aux faux amis. Premier exemple, le code NAF de Total. Alors en fait, le code NAF de Total, c'est activité des sièges sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez activer une campagne sur le secteur de l'énergie et que vous utilisez le code NAF associé au secteur de l'énergie, vous n'allez pas cibler Total, ce qui est un tout petit peu dommage. Deuxième élément qui peut être compliqué, c'est la taille de l'entreprise. Dans les bases un peu classiques standards du marché, ces données de taille d'entreprise en fait sont issues des bilans et sont des données qui sont à la fois parcellaires et pas consolidées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous cherchez à activer le top 100 des assureurs en France, eh ben, vous allez passer à côté de Generali. Pourquoi? Parce que le SIRET du siège de Generali France est officiellement composé de 6 à 9 salariés. Alors, c'est pas une erreur, c'est pas une volonté de Generali, évidemment, de tricher, mais c'est simplement que Generali France, en fait, est constitué de 1200 entités juridiques, 1200 sirènes, et que les 5000 salariés de Generali France sont éparpillés sur tous ces sirènes. Ce qui fait que si vous n'avez pas accès à une base consolidée, vous allez passer à côté de Generali France quand vous allez faire votre évaluation de marché et de potentiel. Donc, dans l'approche one-to-many, il y a vraiment un point clé, c'est pas parce que vous avez une approche un peu plus large que vous n'avez pas
également un travail de dentelle à faire sur votre approche et votre listing de comptes. Pourquoi? Parce que aller sur société, aller récupérer de la donnée info légale gratuite et faire 2-3 tris sur Excel, malheureusement, ça suffit pas. Il faut vraiment une approche là aussi fine et précise de vos données, parce que sinon, dans cet exemple-là, vous allez passer à côté de Total, vous allez passer à côté de Generali France, et concrètement, pour un programme ABN, ça serait un peu dommage. Voilà, et vous allez passer à côté, et puis vous avez peut-être même des sociétés qui sont pas très cohérentes parce que il vous manquait une brique d'information. Et en ABM, chaque société dans une liste aura un coût parce qu'on va y mettre de l'investissement, du LinkedIn, envoyer quelque chose. Donc, à la fois vous risquez d'en rater et à la fois vous risquez d'en mettre des mauvais. Donc, le travail en amont de la base est encore plus important dans une stratégie de lead gen où finalement un contact en plus ou en moins a peu d'incidence. Alors, une autre bonne pratique qu'on peut donner ce matin, c'est un peu la bonne pratique de la campagne en goutte d'eau. C'est-à-dire que lorsque vous avez une liste et que vous êtes mis d'accord sur cette liste, dites-vous que tout le monde n'est pas prêt à vous écouter à un instant T. Et qu'en ABM, il faut se donner du temps et qu'il faut donc mieux installer une petite campagne en goutte d'eau et de surveiller et d'écouter et de détecter lorsque va y avoir une forme de réception à vos messages. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est dites-vous que sur l'année, il y a 100% de vos sociétés dans la liste ne vont pas réagir parce qu'il y en a, ils sont, c'est pas le budget, le directeur a changé, l'actionnaire a changé, etc. Donc c'est pas le moment. De toute manière, même si vous sortez toute la danse et toute la cavalerie, ils ne vous écouteront pas. Donc ne cramez pas tout votre budget à faire des grosses actions. Gardez la mesure de faire des petites actions. Puis dès qu'il se passe quelque chose, bah oui, là ça vaut le coup. Vous sortez la douche et vous y allez là. Mais vous allez là encore concentrer votre investissement sur des personnes qui ont envie de vous écouter. C'est aussi une autre manière de voir les choses, c'est que c'est pas parce qu'on parle que celui en face il a envie d'écouter. Donc parlez régulièrement, soyez à l'écoute et dès qu'ils réagissent, bah voilà, vous pouvez activer une campagne plus forte. C'est pour ça que même souvent, moi je dis, partez sur le double. Si on se dit qu'on veut faire une campagne ABM sur 50 comptes, ben voilà, il faut en avoir 100 au départ parce qu'il y en aura que la moitié qui vont vraiment réagir et l'autre moitié ne seront pas pertinents. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu un peu ce matin à la question 10, 100, 1000. Benoît, pour cette 5e partie, je propose qu'on résume un peu les 5 points clés qu'on voulait vous communiquer ce matin. Allez, le premier, je commence. D'abord, vous avez vu, soyez clair sur l'objectif. Et effectivement, moi, comme on l'a dit au début, je recommande écrivez-le, formalisez-le. Plus vous serez clair, plus vous ne serez pas pris en défaut de bah oui, mais on n'a pas dit ça, etc. Les commerciaux vont être très moteurs au début, vont vouloir mettre beaucoup de gens dans la liste, et puis finalement, ils vont s'arrêter en moitié du chemin. Donc, plus ça sera formalisé, plus vous serez sûr que tout le monde sera embarqué dans la même direction. Alors, le deuxième élément, l'ABM s'appelle encore, le M veut encore dire marketing. Notre conviction, c'est que le début de l'histoire doit être travaillé par le marketing. C'est-à-dire que c'est à nous, au marketing, de générer une liste de comptes qui soit cohérente avec l'objectif. Donc, l'objectif est un objectif commun, DG, direction marketing, direction commerciale. Ensuite, c'est du homework à la direction marketing et qui, vous le voyez, par des techniques de recherche de jumeaux, par des techniques d'analyse sectorielle, par des techniques de mapping de comptes, doit générer cette première liste et doit ensuite passer la main au commerce qui eux, parce qu'ils ont des insights et parce qu'ils connaissent les comptes, parce qu'ils ont eu des rendez-vous, ils ont eu des entretiens, ils se sont pris peut-être parfois des ventes chez certains comptes, ils connaissent la situation peut-être, votre concurrent est dans la place et à un moment donné, il faut savoir se dire que je n'y arriverai pas ou l'effort sera trop important. Donc, le marketing génère la liste, le commerce doit la valider avec ses propres insights, mais surtout, s'il vous plaît, le marketeur, arrêtez d'envoyer des mails au directeur commercial en lui disant « S'il te plaît, peux-tu nous faire la liste des 120 comptes pour le prochain programme ABM de la semaine prochaine ?» 4e conseil, effectivement, de le doubler. Hein, comme j'expliquais, tous vos prospects ne vont pas tomber dans vos bas parce que vous avez lancé une campagne. Donc, doubler la liste, en tout cas, expliquer que de toute manière, il faut mieux en avoir le double si on veut retomber à la fin sur
le bon nombre de comptes activés. Et puis, testez avant de tout dérouler. Prenez le temps d'évaluer la réaction sur vos messages, de changer éventuellement des créas. Voilà, c'est comme une relation commerciale aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à parler à la personne au premier appel qu'on va pas continuer de rappeler, qu'on va pas peut-être changer un axe et dire autre chose. On est vraiment dans cette idée, alors plus ou moins à façon, bien sûr si on est en one-to-one, one-to-many, mais c'est quand même un peu ça l'idée de l'ABM, c'est que on teste, on personnalise un maximum. Est-ce qu'on peut répondre à quelques questions pour terminer avec vous ici en direct? N'hésitez pas, on peut répondre à quelques questions dans votre marché spécifique. Alors, à la limite, moi, j'ai une question pour toi, Laurent. Une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que tu peux nous donner une idée de budget pour se lancer dans de l'ABM? Alors, on peut faire des choses qui coûtent pas très cher et comme on l'a vu, toucher une personne, acheter quelques prises électriques, voilà. Voilà. Après, ce qui va être plus significatif par rapport à une autre tactique, c'est que oui, il faut dépenser de l'argent dans la data au départ parce que si on fait ça un peu en récupérant des trucs à droite à gauche, on va dans l'étape 2, qui est aussi un budget parce qu'il y a de l'investissement média, et on va dépenser de l'argent sur des mauvaises personnes. Donc ça aussi, ça change par rapport à de l'inbound où globalement, on avait l'habitude d'écrire des articles, on mettait sur le blog et puis on faisait des posts sociaux. Voilà, donc ça, effectivement, ça avait peu de coûts. Maintenant, il faut clairement mettre de l'argent, et notamment dans LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn est un vrai canal puissant en ABM, et donc il y a vraiment un budget. Mais pour le défendre, pour expliquer, il faut vraiment dire qu'il n'y a pas un euro qui n'est pas sur un nom validé dans la liste avec les commerciaux. C'est ça qui est la clé dans la pédagogie avec votre direction, c'est-à-dire que 100% des investissements sont utiles. Voire même, on va faire des économies, par exemple, sur la production d'articles. On a moins besoin de produire régulièrement plein d'articles pour mettre sur le blog. Et donc, on va pouvoir transférer un peu de ce budget-là pour faire vraiment des actions spécifiques sur les comptes. Alors, il faut un peu d'argent, clairement. Non, pour répondre plutôt clairement à la question, oui, il faut plus d'argent qu'en inbound même. Mais néanmoins, je dirais, il faut aussi plus d'intelligence au sort de départ, plus de coordination, voilà, c'est presque plus ça qui est compliqué qu'au-delà du budget. Et puis on a nos coordonnées ici à Benoît et moi, et donc on est à disposition. Anne est peut-être en train de poser une question, et donc avec plaisir, on peut répondre à Anne. On vous remercie en tout cas de votre écoute. Alors il y avait aussi une question de Monica qui parlait de ABX, ABM, donc j'aime beaucoup cette notion d'ABX, et donc d'expérience que l'on va vous proposer aux prospects plutôt sur des grands comptes. Est-ce qu'il faut staffer des ressources? Je dirais là encore, il n'y a peut-être pas besoin de staffer des personnes spécifiques. Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, il faut moins des personnes dans une organisation marketing qui sont experts de techno. Il n'y a plus besoin de quelqu'un de social, besoin transverse, donc peut-être un peu plus senior et qui va être capable de coordonner, motiver les sales, parce qu'il y a une notion de motivation. Ils doivent nous remonter de l'information, ils doivent nous dire tiens, là ça a bougé, ils doivent partager des choses sur le LinkedIn, voilà. Donc on a besoin certainement de quelqu'un de moins expert dans une verticale de métier du marketing, mais plus dans l'accompagnement du sales sur c'est quoi de l'ABM et comment il faut à tous les points de contact faire vivre cette expérience avec la marque. Merci Monica pour la question. La question de Anne. Bonjour, vous ne parlez pas d'automation comme souvent présenté pour des projets ABM. Quelle est votre position et quelle solution logicielle pour accompagner un projet? Alors, nous, clairement, on déconseille de prendre l'angle de la techno en premier. Voilà, parce que c'est plutôt, c'est comme si je vous parlais de social, voilà. C'est d'abord une logique qui est différente. C'est une orchestration des moyens qui sont finalement les mêmes. C'est pour ça que la pyramide, elle est juste inversée, mais il nous faut du social, il nous faut du contenu, etc. Sauf qu'on va le faire d'une autre manière. Et effectivement, ce serait bien d'avoir un outil d'automation, c'est bien d'avoir un outil, un bon CRM,
et plus il va être agrégé sur tous les canaux type HubSpot, ben voilà, ça va être parfait parce qu'on va avoir une intelligence. Mais globalement, ça, ce n'est qu'un moyen et c'est pour nous pas le début de la réflexion. Après, effectivement, nous, on travaille très bien avec Eloqua chez Oracle, on travaille très bien avec du Pardot, on travaille de plus en plus avec du HubSpot parce que ils ont vraiment cette logique d'agréger l'information autour des comptes. Et comme c'est le même outil qui va faire plein de choses, c'est plus simple à déployer. Mais effectivement, je dirais, sauf effectivement si vous êtes sur des quantités très importantes de comptes, je déconseille de prendre le volet outils parce que tout de suite, ça va générer des coûts sans ROI immédiat. Et certainement que vous avez déjà des outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire de l'ABM. Complètement d'accord. Nous, on voit souvent des clients qui nous montrent fièrement leur magnifique outil de marketing automation, mais qui ne sert qu'à faire du routage d'email un peu classique. Donc, effectivement, l'automation, ça peut être intéressant uniquement dans le cadre où vous avez une approche vraiment one-to-many et sur lesquels la personnalisation automatisée peut avoir du sens. Mais si vous êtes plutôt sur un nombre réduit de comptes, gardez votre argent pour faire pour activer des tactiques un peu rigolotes, un peu sympas, un peu différentes, comme par exemple le canal physique, qui est un icebreaker particulièrement sympa, y compris en ce moment. Ouais, et donc, pour répondre à Stéphanie, sur l'opération Altos, effectivement, avec cet icebreaker, bien sûr, en ABM, on mesure beaucoup de choses, et je vous réinvite à participer à un nouveau webinaire sur le reporting en ABM, comment on le fait, et là aussi, comment on le fait avec ou indépendamment d'outils. Mais effectivement, il y a un pilotage très précis, qui est encore plus précis qu'en inbound parce qu'on va être moins sur la quantité, mais vraiment plus sur la qualité. On n'est plus sur une notion j'ai 50 leads parce que on préfère en avoir 10 mais qui sont les bonnes personnes dans les bons comptes. Donc là encore, on mesure les résultats mais avec un prisme spécifique, avec une pyramide qui est différente sur les ROI. Et donc, je vous invite à participer à nos prochains webinaires sur cette thématique des ROI et du KPI dans l'ABM. Merci à tout le monde. Benoît, merci à toi pour ce webinaire qu'on a espéré être très pragmatique et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter l'un et l'autre. À bientôt, Benoît. À bientôt, Laurent, et merci à tous pour votre présence et pour vos questions. Voilà, et pour terminer, on va vous proposer un peu, une petite vidéo, juste pour vous permettre de découvrir quelques cas de l'agence. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.